Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello à tous, je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre studio UX/UI qui vous accompagne sur différents sujets, de la user research jusqu'au prototype final. N'hésitez pas à découvrir l'ensemble de nos services sur frictionless.fr. Le lien sera en description de l'épisode. Hello Jérémy, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Je suis ravi de passer ce moment avec toi et d'intervenir sur le podcast Hémisphère Droit. Alors, en guise de présentation, rapidement, moi j'ai 41 ans. Je suis UX designer en freelance pour une partie de mon activité. Et on va dire sur la moitié de mon temps. Et l'autre moitié de mon temps, je suis référent pédagogique dans un master UX au sein d'une école de design à Valenciennes qu'on a lancé l'an passé. Donc voilà, je partage mon temps entre l'enseignement et la pédagogie et une activité de freelance. Et auparavant, j'ai, on va dire, baroudé une vingtaine d'années dans des projets digitaux avec différentes fonctions de développeur, chef de projet et puis manager au sein de grands groupes, de grosses organisations. Et donc, c'est un peu la posture que j'ai maintenant en tant que freelance, d'accompagner plutôt des grosses structures à changer d'état d'esprit et à intégrer ou réintégrer les utilisateurs dans les processus. Voilà, en quelques mots. D'accord. Et donc du coup, en fait, tu as eu l'occasion de travailler, donc comme tu l'as dit, dans des grands groupes. Est-ce que tu as pu remarquer, en fait, notamment en termes de transformation digitale, ce qui a pu être une grosse problématique, j'imagine. Est-ce que tu as pu les aider, les orienter? En fait, est-ce que tu as un process par rapport à ça? Comment tu t'y prends? Alors, en fait, j'essaie de vraiment, je dis souvent autour de moi que je m'applique à moi-même le processus, c'est-à-dire faire preuve d'empathie, ne pas arriver avec des idées préconçues, mais plutôt être en écoute et en immersion dans un premier temps. Je pense que ça vaut pour toutes les situations, mais en tout cas dans les grands groupes ou les grandes organisations, souvent elles ont plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et donc, si elles sont encore là aujourd'hui, c'est parce que à un moment donné, ça a fonctionné. Et donc, il est important de capter ces éléments-là et de pas tout jeter avec jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, c'est-à-dire de se dire vous n'avez rien compris, on va faire comme je dis et ça va bien se passer. C'est le meilleur moyen pour tout ce qui tourne autour de la transfo digitale, mais d'une manière générale, tout ce qui tourne autour du changement, de créer de la friction et des freins. Euh, et donc, il n'y a pas une manière, une recette magique pour y arriver, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les fois où ça se passait le mieux et où on avait l'adhésion, parce que tout seul, finalement, on va pas bien loin, et donc où on arrivait à embarquer les équipes, c'était les moments où on prenait le temps de capter et d'écouter les gens autour de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui dysfonctionne et de surtout préserver à tout prix ce qui fonctionne bien, en termes de culture d'entreprise notamment, mais aussi des fois en termes de mode de fonctionnement, de répartition des rôles, et par contre d'amener des solutions autour des choses qu'on a identifiées comme étant des dysfonctionnements. Et donc c'est amener avec beaucoup d'humilité des outils et des méthodes pour améliorer la situation, alors quel que soit le sujet. Mais en tout cas, voilà, ma posture, c'est celle-là, c'est la pédagogie et l'humilité avant de faire rentrer l'expertise en jeu. Ouais, bien sûr, je comprends très bien. Parce que c'est sûr que faut réussir à embarquer en fait ces équipes sur une même vision et c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience également. Et c'est sûr que même au travers de ce que tu viens de nous présenter dans ton parcours, on voit que tu as pu aborder différents rôles. Comment tu t'es spécialisé par la suite au travers de l'UX notamment? En fait, c'est par opportunité. Alors, l'histoire telle qu'elle s'est déroulée dans le sens chronologique, c'est que j'étais manager d'une équipe d'une petite dizaine de personnes et je pilotais des roadmaps projets, des sites web, des applications mobiles.
Et on était régulièrement confronté à des problématiques de gestion de priorité, c'est-à-dire que régulièrement on nous disait ben, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, il faut travailler sur un autre sujet parce que la concurrence a sorti telle fonctionnalité ou a sorti tel nouveau service. Ou parce que le grand patron avait décrété qu'il fallait qu'on mette à jour tel élément. Et donc, ça posait des vrais problèmes d'un point de vue au quotidien, en termes de motivation des équipes, du sens qu'on donnait ben, au métier des collaborateurs. Et donc, moi, je me retrouvais vraiment à chaque fois pris entre un espèce d'étau avec des gens qui défilaient dans mon bureau en me disant il faut absolument que mon sujet il passe en priorité dans la roadmap et des équipes qui me demandaient mais c'est quoi le sens de tout ça et à quel moment on se fixe des priorités et surtout comment on les fixe. Et donc la petite histoire c'est que je me suis rendu compte en prenant un peu de recul en me disant mince comment ça se fait qu'on en arrive là et comment ça se fait qu'on n'y arrive pas. C'est que à chaque fois on me prétextait que c'était important pour le client. Et donc moi j'entendais ça, alors ça résonnait en moi parce que je me disais bah, si c'est important pour le client, hein, il faut qu'on le fasse, donc ça a du sens. Sauf que tout le monde employait cet argument-là jusqu'au jour où, en réunion de comité de direction, je me suis permis de poser la question quand est-ce et qui va parler au client et quand est-ce que vous êtes allé, vous, personnellement, la dernière fois, aller parler à un client. Et donc la scène s'est vraiment passée comme ça. Et en fait, personne n'a su me répondre, pour faire court. Et donc là, je me suis dit qu'on avait un problème. Parce que en fait, tout le monde parlait du client, mais personne finalement ne le connaissait et c'était le rôle de personne d'aller à son contact pour remonter en fait ces informations. Et donc quelque part, tout le monde se faisait un peu l'avocat du client, mais en fait finalement pour ses intérêts propres. Et donc je me suis dit que c'était pas possible, donc je me suis intéressé, j'ai essayé de me rapprocher de d'autres entreprises qui, en tout cas vu de l'extérieur, avaient réussi à mettre le client au centre des processus. Et j'ai discuté avec pas mal de monde et c'est là que j'ai découvert bah, des métiers comme l'UX, mais aussi l'anthropologie, la sociologie, enfin voilà, des différentes disciplines et des outils et des méthodologies qui permettaient non seulement de remettre le client au centre, mais aussi d'aller plus vite. Je pense par exemple au design sprint où bah, en 5 jours, on réussissait à prototyper quelque chose et à quelque part avoir une proposition de valeur à tester avec des utilisateurs. Et donc, ça a été comme un déclic, en fait, où je me suis dit, ben, en fait, on a plus le droit de gérer les choses différemment que celle-là, en fait, parce que c'est vraiment comme ça que ça fait sens. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça résonnait plus fort. Et quelque part, j'ai trouvé des réponses à plein de questions que je me posais, mais il y a même encore beaucoup plus longtemps, à chaque fois qu'on gérait des projets, avec toujours ce doute de, mais est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que ça va marcher? Et quelque part, comment on fait pour mesurer ça, en fait, et s'assurer qu'on travaille dans le bon sens. Donc voilà comment j'ai découvert ces métiers. C'est un peu en étant à la place de mes clients et en étant confronté à des problématiques et quelque part en ayant trouvé des solutions parce que du coup, bah, ces méthodos, ces outils, ces disciplines, on a pu en expérimenter un certain nombre avec des fois des succès, des fois des échecs, des fois des réticences. Enfin voilà, tous ces freins, en fait, moi je les ai vécus de l'intérieur. Et donc, comment dire, j'ai, euh, j'ai des éléments, des expériences, en tout cas, à faire valoir là-dessus auprès de mes clients. Et c'est ça qui me motive et qui me passionne, en fait. D'accord. Donc en fait, finalement, le passage de grosse boîte à freelancing aussi, ça a été, tu l'as bien expliqué, hein, c'est vraiment l'effet prise en compte du problème, tenir compte de l'utilisateur et le replacer au centre. C'est Ouais. vraiment corrélé avec finalement tes différentes orientations professionnelles. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, tu continues à travailler avec des grands groupes? Je continue à travailler avec des grands groupes. Alors, on ne va pas forcément les citer, mais dans plein de secteurs d'activité différents, parce que c'est de là que je viens, donc c'est ce qui est plus simple pour moi en termes d'approche et en termes voilà, de manière d'accompagner les clients. Là, plus récemment, j'ai aussi souhaité embarquer sur un projet radicalement différent, puisque là, on est sur une start-up pour aussi voir quelles étaient les différences, les points communs,
parce qu'il y en a, mais il y a aussi des différences fondamentales dans l'état d'esprit, la philosophie, et toujours avec cette même posture, hein, quelque part, amener un regard différent sur la gestion de projet et reconnecter ou connecter avec les utilisateurs, même si sur un lancement de startup, bah, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilisateurs au début. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Donc, c'est des problématiques qui sont différentes et néanmoins complémentaires. C'est hyper intéressant en fait de voir bah, justement sur quoi on peut s'appuyer de commun avec mes expériences passées et des choses que moi j'apprends, parce qu'on apprend justement tous les jours. Et là, pour le coup, en termes de vélocité, en termes de rapidité de prise de décision, le processus de prise de décision, c'est des choses qui sont radicalement différentes et quelque part qui challenge pas mal sur la manière de faire, parce que l'avantage du freelancing, c'est que justement, on peut multiplier comme ça les projets, voire les paralléliser. Et l'idée, c'est de ne pas s'ennuyer ou pas retomber dans une routine en mode pilotage un peu automatique. Et donc, quelque part, de toujours un peu refaire tapis. Et donc là, pour le coup, c'est euh, c'est une super expérience. Donc, il y a quand même encore pas mal de contacts avec des grands groupes sur des aspects soit de formation ou d'accompagnement au changement. Et puis, plus récemment, voilà, une start-up, Marjorie, qui en fait édite une solution à destination des marketplaces. Et donc, avec plein de choses à construire. Et donc, c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Concernant Marjorie, quelles ont été tes différentes missions? Alors, c'est le tout début, parce que ça a commencé au mois de septembre sur un temps partiel, mais on va dire globalement, il s'agit de structurer un peu le processus de conception, c'est-à-dire que passer d'un mode un peu tête dans le guidon et intuition à quelque chose de plus structuré en termes de processus, et aussi au fur et à mesure que l'équipe se densifie, puisqu'on il y a un staffing qui est en cours avec des compétences complémentaires qui intègrent en termes de product management, de UI, et des UX juniors, et donc avoir adopté plutôt une posture de lead pour ben, accompagner justement cette croissance en termes d'effectifs, et encore une fois, ben, être en mesure de piloter l'activité et la structurer. Globalement, en fait, pour l'instant, les sujets sont autour de ça. Et petit à petit, on va aussi. Je pense que les gens sont convaincus de l'intérêt. C'est ce qui, des fois, peut différer en fait, de grands groupes où on a eu l'habitude de fonctionner différemment. Et donc, parfois, on est confronté à des gens qui ne comprennent pas pourquoi ou ne voient pas l'intérêt de faire différemment. Là, c'est pas du tout le même contexte. Donc, les gens sont hyper ouverts et favorables. Donc, ça, c'est très confort. Après, il y a une nécessité de survivre, quelque part, de vite produire des choses, de sortir, d'aller capter des premiers clients. Et donc, il faut jongler entre une nécessité de prendre le temps de capter des entrants auprès des utilisateurs, de mettre en place des choses, et une nécessité d'aller vite pour survivre. Et donc, c'est là où c'est radicalement différent avec une entreprise qui a déjà vécu depuis plusieurs années. Et au sujet des grosses entreprises, comment tu arrives justement à insuffler une culture du design dans un écosystème qui est vraiment très corporate? Alors, c'est une vraie question. Pour moi, en tout cas, mon approche, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, c'est assez rare qu'on nous accueille à bras ouverts en disant un peu attendu comme le Messie et qu'on boive nos paroles. Et donc, à partir de là, il faut réussir à adapter un discours. Si on s'adresse à des UX designers ou si on s'adresse à des managers, des middle management ou aux directeurs, c'est d'être en mesure, en fait, justement, d'adopter le bon discours, les bons arguments pour pouvoir embarquer les gens, quelque part, qui soient en mesure de suivre et de nous donner aussi des informations qui vont permettre, en fait, de dire, voilà, là, je pense qu'on fait fausse route, ou là, ça va peut-être un peu vite, il va falloir qu'on ralentisse, ou au contraire, là, on peut peut-être accélérer un peu. Donc, quelque part, qui vont nous donner ce feedback-là. Et donc, c'est beaucoup de pédagogie. Et moi, j'aime bien utiliser des exemples très concrets, parlants, en fait, en disant, voilà, la manière dont vous le faites aujourd'hui, ça équivaut à peu près à faire ça. Donc, je peux illustrer ça un peu par un exemple, si tu veux. J'ai travaillé autour des processus de candidature dans les ressources humaines.
Et donc, pour un peu leur mettre un peu le nez en fait dans le sujet où on voulait les amener, c'était quelque part de faire le parallèle entre candidater dans une boîte, donc rechercher, rechercher une offre d'emploi, faire acte de candidature en rédigeant sa lettre de motivation, en envoyant son CV et en recevant le mail de confirmation. On a établi le parallèle avec un acte d'achat sur Internet. C'est-à-dire, je vais chercher mon produit, je vais entrer dans le tunnel de commande, je vais payer et je vais recevoir un mail de confirmation. La seule différence, c'est que je leur ai dit, bah, vous, quand vous envoyez un mail, au mieux, en fait, vous remerciez la personne et vous dites, bah, écoute, voilà, si tu n'as pas de nouvelles d'ici 3 semaines, considère que ta candidature n'a pas été retenue. Alors que sur Internet, quand je commande sur la plupart des sites e-commerce, je vais avoir une information très détaillée sur quand est-ce que va arriver ma commande. Je peux quasiment avoir un suivi en temps réel de où en est mon colis. Donc j'ai vraiment une visibilité qui est très forte. Et donc, je leur dis, bah, c'est comme si, en fait, si demain vous achetez une machine à laver, imaginez qu'on vous dit, bah, si d'ici 3 semaines vous ne l'avez pas reçu, considérez que le colis est perdu, quoi. C'est à peu près, on est à peu près à ce niveau-là. Donc forcément, ça les fait un peu sourire. Mais comme ça permet en fait déjà de dédramatiser la situation et d'adopter un langage commun et imagé pour dire voilà, là on a posé le sujet et l'idée c'est pas de dire tout ce que vous faites c'est mal et on va tout balancer, mais plutôt d'essayer de commencer à mettre le doigt sur voyez, il est possible de faire autrement. Alors on n'a pas la solution parce que bien évidemment vous n'allez pas pouvoir traiter les choses de manière unitaire à la main. Mais en même temps, les sites e-commerce, ils ne le font pas non plus et ils sont quand même en mesure de donner davantage de visibilité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver et donc, le fait de réussir comme ça à employer des analogies, c'est-à-dire des exemples qu'on va trouver dans d'autres secteurs et sur lesquels on voit des similitudes, pour mettre le doigt sur des choses qui dysfonctionnent, qui, à notre sens, de notre point de vue, sont vraiment pas justes. C'est un bon moyen, en tout cas, de ne pas incriminer les personnes et pas être dans le jugement, mais plutôt dans le constat. Et à partir de là, ça change tout parce qu'on n'est pas dans une posture de consultant qui va dire moi je sais et donc vous allez écouter ce que je vais vous dire, mais plutôt on établit un constat ensemble et ensemble on va accoucher de la solution. Et donc c'est aussi de remettre quelque part, donc il y a la pédagogie et après il y a la responsabilisation qui est de dire c'est pas moi qui vais trouver la solution tout seul, c'est ensemble. Moi j'ai les outils et les méthodologies pour vous aider à accoucher de ces solutions-là. Mais moi, je ne pourrais jamais me substituer à vos expertises, votre expérience. Et donc, c'est vous, en fait, qui avez toutes les connaissances nécessaires pour amener, en fait, la solution la plus adaptée au problème qu'on aura identifié, mais avec des outils que je vais vous amener, avec un cadre. Ouais, hyper complet. Et franchement, c'est un super bon exemple. L'idée de l'analogie, c'est vrai que ça a toujours été super bien abordé en termes de pédagogie. Maintenant, je voulais te demander, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du service design, tout ce qui touche un peu à l'UX en dehors de l'aspect digital en tant que tel? Est-ce que tu as pu l'expérimenter au sein de tes expériences? Oui. Alors c'est un sujet important parce que moi, depuis le tout début, j'ai cette conviction, pour reprendre la définition de Don Norman qui a quelque part théorisé un peu le terme du X et sa définition. Je suis toujours un peu gêné en fait quand on cantonne l'UX au digital et à l'interface parce que dans expérience utilisateur, il se passe des choses avant et il se passe des choses après. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, moi je constatais effectivement que on avait des UX designers qui travaillaient sur le site e-commerce, mais l'expérience de bout en bout, c'est-à-dire les choses qui se passaient avant et les choses qui se passaient après, n'étaient pas au même niveau de travail, en fait, au niveau de conception. Et je ne comprenais pas en fait que quand j'allais rendre mon produit en magasin que j'avais acheté sur Internet, la personne me regarde avec des yeux tout ronds en ne comprenant pas dans quel rayon j'avais été le chercher. Et quand je lui expliquais que je l'avais acheté sur le site Internet, elle m'envoyait du coup à l'autre bout du magasin en disant bah allez voir parce que du coup c'est pas moi qui gère le SAV du site internet pour que vous allez voir au comptoir là-bas. Euh, et ça je me disais c'est pas possible quoi. Enfin on peut pas travailler et mettre en avant le fait qu'on travaille vraiment une expérience utilisateur au top sur le digital et, provoquer autant de ruptures dans le monde physique. Donc moi je suis vraiment partisan du fait qu'après on l'appelle service design.
CX, UX, peu importe. CX, c'est Customer Experience et UX, User Experience. Euh, mais à la limite, peu importe le nom. Pour moi, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui soient garants de comment ça va se passer sur tous les points de contact du parcours, physiques comme digitaux. Et donc, pour donner des exemples concrets, j'ai travaillé dans un espace qui hébergeait 3 écoles, plus un incubateur, plus des bureaux. Et au départ, on est venu me chercher pour revoir la signalétique parce que les gens n'arrivaient pas bien à se repérer dans l'espace. Et donc, en discutant au niveau du brief, moi, je les ai amenés à se poser un certain nombre de questions sur mais qu'est-ce qui a provoqué ce constat? Est-ce que vous avez fait des études? D'où ça vient, en fait, cette notion de il faut qu'on revoie la signalétique, vous avez déjà la solution. Comment vous vous y êtes pris? Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était eux leurs hypothèses, c'était leur ressenti, mais effectivement, ils n'avaient pas pris le temps, en fait, d'aller voir les utilisateurs. Et donc, on a mené, du coup, un projet avec une grosse phase d'immersion. Et il en est ressorti certes des problématiques d'orientation, mais aussi plein d'autres sujets qui étaient même plus importants que les problématiques d'orientation au sein du bâtiment et qui n'en auraient jamais pu être ressortis sans appliquer une méthode inspirée de l'UX pour un projet dans un espace physique. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, ouais, totalement. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et effectivement, c'est des choses qui moi, m'intéressent parce que déjà, ça rajoute des cordes à un arc. En fait, ça évite de s'enfermer dans le domaine du digital. Et même si à un moment donné, il y a du digital qui intervient, mais il y a forcément des choses qui se passent avant et après. On ne sait jamais full digital. En tout cas, pas à ma connaissance. Et pour donner un autre exemple, là, on a donné récemment un webinaire avec un cabinet d'avocats qui a pris justement ces postures inspirées du design thinking et de l'UX pour quelque part repenser la relation entre les juristes et leurs clients. Et donc, quelque part, par exemple, si je prends un exemple, des CGV sur un site internet que personne ne lit, ou des contrats de vente que personne ne lit parce que écrit tout petit sur un volume de 10, 15, 20 pages. Et de toute façon, même si on prenait le temps de les lire, on n'est pas en mesure de comprendre tous les termes qui sont employés. Et donc, comment l'UX peut aider à mettre le doigt en fait sur des problématiques aujourd'hui mais on a un problème si quelqu'un rédige un contrat et qu'on ne comprend pas le contrat, et à un moment donné, en fait, alors soit on peut éduquer les gens, mais aussi, on peut peut-être aussi faire en sorte de, sans dénaturer le contrat en tant que tel, faire en sorte qu'il soit plus intelligible et plus compréhensible. Et donc, c'est intéressant de voir comment, encore une fois, sorti du digital, cette approche centrée utilisateur permet d'identifier les vraies problématiques, de sortir on l'a toujours fait comme ça, donc on continue de faire comme ça, et de trouver des solutions adaptées en fonction des contraintes qu'on va avoir aux problématiques des utilisateurs. Et ça, c'est voilà, pour donner un deuxième exemple en fait de l'UX appliqué à d'autres domaines que le digital. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis comme tu l'as dit, finalement, il faut que ce soit, comme on est dans un environnement qui est maintenant multicanal, et on est amené à utiliser différents outils pour les mêmes choses. Tu parlais d'une commande ou ce genre de choses. On est obligé finalement d'interconnecter toutes les plateformes pour que ça puisse créer une expérience qui soit vraiment au top du top, quoi. Exactement. Éviter les ruptures, quoi. Ouais. Tu vas bientôt sortir un livre qui s'intitule l'UX Design en pratique avec des astuces. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cet ouvrage? Oui, tout à fait. Alors, c'est un ouvrage que je coécris avec Marina Wiesel, qui sortira, si tout va bien, normalement fin novembre aux éditions Erol. Et donc, cet ouvrage, on est parti du constat qu'il y avait énormément de bouquins qui amenaient des solutions, de méthodologies, de théories autour de l'UX, mais que, comme dans plein d'autres disciplines, il y avait toujours un delta entre ce qu'on nous enseigne en théorie et ce qu'on peut mettre en place en pratique. Et pour l'avoir vécu, quand on donne des cours, parce que Marina, elle donne aussi des cours à l'école des Gobelins, comme moi, euh, on essayait toujours d'amener un discours qui réduise au maximum le delta, en fait, la différence entre l'enseignement qu'on donnait et ce qui allait se passer dans la vraie vie, et ce qui nécessite des adaptations, des fois de méthodologie. On a moins de temps, on a moins de budget, donc on ne va pas pouvoir se permettre de faire
comme on aurait dû faire, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de faire les choses proprement. Et donc, partant de ce constat-là, on s'est dit on aimerait bien amener un regard du terrain sur des situations du quotidien et amener un éclairage parce que régulièrement on est sollicité par des UX designers qui démarrent ou même qui sont déjà un peu plus aguerris et qui perdent un peu de motivation parce qu'ils sont confrontés à des problématiques et ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Par exemple, des problématiques encore une fois de relationnel avec des gens qui ne sont pas convaincus ou qui sont un peu réticents. Ou des managers qui ne laissent pas le temps en fait, d'aller au contact des utilisateurs ou n'affectent pas le budget pour pouvoir faire les choses comme il faudrait. Et à ça, en fait, arrive une situation de blocage où il y a une demande qui est faite et à chaque fois, il y a une réponse qui est négative et donc on ne s'en sort pas. Et donc, ça nous a donné cette idée en fait, d'aller interviewer une vingtaine d'UX designers, des freelances, des seniors, des juniors, des salariés, et de leur poser la question, globalement, quelles sont les choses dont ils sont plus fiers, les choses qui leur posent le plus problème au quotidien. Et on en a ressorti 34 thématiques. Et de ces thématiques, on les a traitées sous la forme de fiches pratiques, avec à chaque fois une phase de présentation de la situation, de dire voilà, qu'est-ce qui fait qu'on en est là et comment, en faisant preuve d'empathie, on peut essayer de comprendre la posture en fait, de la personne qui est en face de nous et qui nous bloque ou qui nous freine. C'est rarement pour nous freiner, c'est parce qu'il y a des objectifs qui sont différents, parce qu'il y a des contraintes qu'on ignore, qu'on ne maîtrise pas. Et donc, une fois qu'on a bien posé le sujet et qu'on a fait preuve d'empathie, quelque part on s'est appliqué le processus à soi-même, eh bien, comment on peut amener un éclairage avec notre expérience à nous, des pistes de solutions, en disant voilà, quand nous on a vécu ces situations-là, voilà comment on a réussi à avancer. Ce n'est pas forcément des solutions miracles, mais comment on a réussi à marquer des points, quelque part, à s'en sortir. Et donc, voilà, c'est 34 fiches pratiques comme ça, un condensé, qui, on l'espère en tout cas, aideront les UX designers qui se reconvertissent ou qui se lancent ou même qui sont déjà en poste mais qui vivent des situations de blocage. Génial. Et la question de la fin, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design? Un conseil, alors, le premier, c'est de potasser, de discuter, de potasser des bouquins, des articles, pas forcément des ressources toujours payantes, mais globalement, en fait, de se connecter au monde, en fait, et de voir, en fait, quelles sont les attentes du marché, etc. Et un deuxième qui est d'apprendre en pratiquant, enfin, faut mettre les mains dedans, donc c'est vraiment test and learn pour se confronter au sujet et soi-même ressentir vraiment les choses sur lesquelles on est à l'aise, les choses sur lesquelles on est moins, pour pouvoir commencer à se forger un peu des convictions et un positionnement. D'accord. Écoute, merci beaucoup Jérémy. J'en profite pour vous informer de la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye toutes les 2 semaines des infos sur le product management et le product design. Je vous mets le lien en description, c'est hémisphère-droit.substack.com.